Donc si vous allez sur le site du musée, vous trouvez assez facilement exposition permanente, dont le titre est Archives de la diversité humaine et un catalogue électronique des collections qui vous permet de retrouver absolument tout ce que je vais vous raconter, à commencer par l'histoire des collections. Alors, le musée, en fait, le MEG, a été fondé, si vous voulez, en 1901. Donc c'est un musée d'ethnographie assez tardif, si on veut, dans un contexte européen. Mais encore une fois, la Suisse et Genève n'avaient pas de colonie, donc il n'y avait pas la même urgence qu'en Belgique, en Grande-Bretagne ou ailleurs d'en développer. Il n'y avait pas la même concurrence non plus entre les villes comme il y avait en Allemagne. Mais en 1901, suite à l'impulsion de plusieurs professeurs de l'Université de Genève, les autorités municipales décident de rassembler en un lieu, dans une villa au bord du lac, la Villa Montrepos, toutes les collections à caractère ethnographique qui se trouvaient dans différents musées à Genève. J'y reviens tout de suite. Et collections à caractère ethnographique, aux collections extra-européennes qui étaient arrivées et qui avaient été donc rassemblées progressivement dès le début du XVIIIe siècle, et notamment dans le cabinet des curiosités de la bibliothèque du Collège Calvin, et ensuite devenue bibliothèque publique, aujourd'hui Collège Calvin. Alors, on retrouvera tout à l'heure des objets qui sont arrivés donc au début du XVIIIe siècle. Il s'agit essentiellement d'objets de l'Extrême-Orient. En 1818 est fondé le premier musée académique à Genève, donc un musée à vocation scientifique. En 1870 est fondé à Genève le musée historique genevois, dit aussi Salle des Armures, qui, et c'est assez intéressant, c'est l'œuvre d'un scientifique, d'un professeur de l'université, Hippolyte Jean Gosse, qui s'intéresse beaucoup à l'ethnographie, qui est déjà impliqué dans le musée académique et qui appelle de ses voeux la constitution d'un musée historique, mais qui est déjà un musée historique avec une perspective, avec une volonté de comparatisme. Et donc vous voyez par exemple ici sur la droite de l'écran des armes et armures savoyardes, et puis au milieu elles sont comparées avec des armes et des armures japonaises et chinoises. Donc déjà au 19e, il y a cette volonté à Genève de faire du comparatisme et comparer les collections européennes et genevoises avec celles du reste du monde. En 1872, le musée académique est scindé d'une part en musée archéologique, d'autre part en musée d'histoire naturelle, et donc les collections ethnographiques continuent de se développer au musée archéologique. En 1876, le musée de la Société des missions évangéliques, musée très important. Aujourd'hui, les collections africaines du MEG, par exemple, doivent probablement à peu près à 60-65% leur existence au musée des missions. Car si Genève et la Suisse n'avaient pas de colonie, Genève et la Suisse ont contribué de manière très importante à l'œuvre coloniale de différents pays européens, en particulier les pays francophones, mais aussi germanophones pour les Suisses allemands, en produisant, si on veut, des missionnaires, en formant des missionnaires qui, de la même manière qu'ils l'ont fait en Belgique ou en France, ont ramené énormément d'objets. Car si leur travail était d'évangéliser, donc de convaincre, d'avoir une nouvelle ouaille, de convaincre les colonisés d'abandonner leurs pratiques et donc d'abandonner l'usage des masques et des fétiches traditionnels, ils ne les détruisaient pas toujours, ils pouvaient se les approprier, les acheter ou les prendre, les revendre, les utiliser dans leur propre musée ou les vendre au musée. Ici, en l'occurrence, à Genève, beaucoup de ces objets ont été amenés dans ce musée des missions, et ce n'est en 1901, quand la ville a fondé le musée d'ethnographie, ils ont fait don de toutes ces collections. Ensuite, autre institution très importante pour les arts non européens, le musée Ariana, qui est l'œuvre de Gustave Revillot. Gustave Revillot était un personnage nanti qui, dans le dernier quart du XIXe siècle, a fait des collections absolument prodigieuses d'art décoratif, mais avec un intérêt tout particulier pour l'Extrême-Orient. Et donc au fil des années, surtout à partir de 1901, toutes les collections chinoises et japonaises notamment qu'il avait rassemblées dans son musée, qui est un musée qui existe toujours aujourd'hui, qui est le musée Ariana, le musée des arts du feu, de la céramique et du verre. Donc le MEG a bénéficié de ces collections. Revillot était un
un personnage très intéressant. Il a fait des collections japonaises particulièrement importantes à la fin du 19e, pendant ces quelques années durant lesquelles l'empereur du Japon, qui était de confession Shinto, avait effectué mis en œuvre une certaine répression des monastères bouddhistes en confisquant leurs terres et en envoyant l'armée impériale piller certains de ces monastères, notamment les grandes cloches en bronze qu'il revendait aux marchands européens dans le but de les faire fondre en Europe et d'obtenir des canons. Et Gustave Révillot a par exemple comme ça récupéré tout un jeu de cloches de temples bouddhistes qui avaient été pillés dans les années, si je ne me trompe pas, à la fin des années 1870 et qui devaient être transformés en canons et revendus pour l'empereur du Japon. Ces cloches sont en partie encore en Suisse et d'autres ont été restituées dès 1930 au Japon. Le musée des arts décoratifs et finalement 1901, donc rassemblement de toutes ces collections à la Villa Monrepos au bord du lac. Et c'est là que le musée prend vraiment son existence de musée d'ethnographie. Ensuite, comme je le disais, en 1941, le musée est transféré dans une ancienne école sur le site actuel à la jonction entre le Rhône et l'Arve, où il demeure dans l'attente de la construction d'un nouveau projet. Pendant des années, il y aura des projets de nouveaux musées, notamment dans la petite... l'endroit qui s'appelle Conches, donc dans la périphérie de Genève, où les autorités municipales espèrent en 1976 construire un nouveau musée, un musée des cultures du monde, projet qui échouera comme une demi-douzaine d'autres projets dans les années 60, 70 et 80, jusqu'à un échec important en 2000 d'un grand projet de musée à la Plage Tourme. Donc 2014, finalement, le nouveau musée d'ethnographie est rouvert au public et peut enfin présenter ses collections. Alors, la présentation des collections s'est faite notamment grâce... la nouvelle présentation s'est faite grâce à un travail énorme que nous avons fait sur l'histoire des collections, en reprenant notamment toutes les archives institutionnelles, toutes les archives scientifiques qui avaient sédimenté, si vous voulez, un peu partout dans le musée, et dans divers lieux de la ville de Genève pendant parfois plusieurs siècles. Et toute cette documentation a été, sur une période de 3 ans et demi, entièrement dépouillée, numérisée, inventoriée, et a permis de reconstituer, si vous voulez, l'histoire des collections. Alors c'est ainsi que, par exemple, on a fait beaucoup de découvertes, comme cette coupe libatoire Ming en corne de rhinocéros que j'ai découvert dans la collection africaine. Elle était simplement posée dans l'autre sens et avec une fiche des années 40 qui disait corne de rhinocéros sculptée, probablement Afrique du Sud, objet fait pour les touristes, point d'interrogation. Et c'est l'indice d'une petite étiquette que l'on voit sur certaines des photos, K239, qui nous a permis de la relier à un inventaire de ce fameux cabinet des curiosités de la bibliothèque du collège, et retrouver l'origine de l'objet en 1758 comme étant un don d'un sergent des gardes suisses à Paris, Monsieur Ducret de Cologny, qui l'avait rapporté pour donc l'offrir à la ville de Genève. À partir du moment où on a pu retrouver toutes ces archives, reconstituer l'histoire des collections, on se rend compte qu'en fait, on avait perdu la connaissance, la profondeur historique de l'institution, mais aussi la raison pour laquelle les objets étaient venus, avec parfois une vision un peu angélique du passé, avec une idée que c'était simplement les Genevois étaient ouverts au monde et que les objets étaient venus. On a trouvé d'autres histoires, comme par exemple cette flûte en fémur humain qui provient du Suriname, un objet qui fait partie d'une collection qui a été offerte encore une fois à la bibliothèque du Collège Calvin par un certain Ami Butini. Ami Butini qui était un jeune homme de bonne famille, qui avait étudié la théologie, qui avait fait le séminaire et qui, avant de recevoir un dicaster, se laisse convaincre par des amis commerçants d'aller au Suriname, où on lui dit que les Néerlandais avaient une bien belle colonie et faisaient des choses intéressantes. Il y part, abandonne complètement ses ambitions de devenir pasteur, achète des terres, achète des esclaves et donc devient un planteur genevois esclavagiste au Suriname. Et il se fait encore une fois que des Genevois se sont installés un peu partout dans le monde, ont suivi la progression des marchands d'autres États coloniaux, sont installés, et c'est par là qu'un certain nombre d'objets sont revenus
à Genève. On trouve d'autres objets intéressants aussi, comme par exemple ces objets qui proviennent de Sénégambie, qui ont été ramenés par un professeur d'arabe au début du 19e siècle. Alors là, c'était une découverte intéressante, déjà de se rappeler qu'il y avait des cours d'arabe à l'université de Genève au début du 19e siècle. En fait, il y avait une des premières chaires d'arabe en Europe à cet endroit, et avec des collections donc, qui commençaient à se constituer. Et on voit là aussi émerger un intérêt pour l'histoire de religion qui, petit à petit, va prendre le pas sur la théologie dans les enseignements à l'université de Genève. Alors pour cette partie historique, donc vous pouvez, si vous retrouvez le microsite, progresser et voir les différents groupements d'objets qui vous parlent des différents, si vous voulez, des différentes catégories de personnes qui ont ramené des objets, les explorateurs, les marchands, les premiers scientifiques, avec aussi l'évocation de l'évolution d'un regard sur les autres à travers la culture matérielle, d'un regard, l'émergence de l'exotisme comme goût, le développement du marché aussi, ce qu'on a appelé l'économie du pittoresque au XIXe siècle, pour passer aussi par l'évocation de toute l'importance des collectes missionnaires avec ce côté ambivalent du fait que le travail des missionnaires devait, par définition, amener à la fin des pratiques dans lesquelles de tels objets étaient produits et utilisés, et en même temps, les missionnaires étaient bien souvent des personnes qui pouvaient s'intéresser aux cultures, les documenter, récolter des témoignages matériels et aussi par écrit qui nous sont encore aujourd'hui très utiles. Ça, par exemple, c'est un magnifique masque Mbunda, de la région de l'Angola-Zambie, qui a été acquis de la vente d'émissions en 1942. Alors ce que je propose, parce que le temps file en fait, c'est vous présenter quelques objets importants de la collection pour ce qu'ils ont de remarquable. Alors par exemple, toujours dans le prologue, on a un magnifique masque ici, Bonoun Amouin de Côte d'Ivoire, des Baoulés, qui est un masque qui a été récolté par l'ethnologue allemand Hans Himmelheber. Alors, il y a quelques africanistes dans la salle. Hans Himmelheber était un personnage très intéressant. Je crois qu'il est né tout à la fin du 19e, mort dans les premières années du 21e, qui était un ethnographe freelance, si vous voulez, qui un des derniers élèves de Franz Boas aux États-Unis, qui a fait ses recherches doctorales en Alaska, et on a d'ailleurs une partie de sa collection qu'il a faite pendant ses travaux de thèse en Alaska au MEG, et puis ensuite a fait une très longue carrière d'africaniste. Et il a été aussi dans les années 30 une des premières personnes à en seconde thèse, si vous voulez, a affirmé que l'art africain évoluait historiquement et que l'évolution de l'art africain n'était pas le fait du hasard. L'évolution de l'art africain n'était pas le fait d'erreurs des artistes. Ça peut faire sourire, mais j'ai entendu des gens très sérieux dans les musées qui me disaient encore « c'est comme ça, c'est des erreurs ou c'est des oublis ». Non, les artistes africains font évoluer l'art. Les artistes en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, sont les moteurs du changement. Ce sont eux qui amènent. Ils sont les gardiens de certaines traditions, mais ils sont aussi les personnes qui ont tous les outils et la capacité de faire évoluer les choses. Et Hans Himmelheber l'avait très bien compris et il s'est attelé à travers ses collectes de terrain à documenter ce changement. Et notamment ce masque, eh bien, c'est le premier de ce type qu'il a documenté vers 28 ou 29, je pense. Il a documenté, il les a filmés, il les a photographiés et c'est un des premiers masques qui lui a permis de dire voilà, il y a des choses qui n'existaient pas et un individu va le créer et va le développer. C'est aussi le premier à s'être intéressé à cette notion de maître, aux mains de maître, aux mains d'artiste. Si certains d'entre vous ont vu il y a quelques mois encore l'exposition, je pense que ça s'appelait Maître de Côte d'Ivoire au musée du Quai Branly, eh bien cette exposition n'est que la réalisation en fait du travail et des idées qu'avait Hans Himmelheber il y a un peu plus de 70 ans. Alors, on va au panneau suivant. Donc les collections européennes font partie intégrante. Pour la Chine, des objets remarquables. On a par exemple ce bol He
assez exceptionnel, donc, qui est du 5e siècle avant Christ, qui est le seul bol de ce type avec une double coque, une coque ajourée à l'extérieur et une coque unie à l'intérieur. C'est le seul connu hors de Chine dans ce type. On a parmi nos objets les plus anciens un autre récipient chinois de la fin du néolithique, donc environ 3300 avant notre ère. C'est la pièce la plus ancienne dans les collections du MEG, donc c'est un point de repère pour nous. Alors si on poursuit comme ça, on trouve la présentation successivement des collections asiatiques, américaines, de l'ethnomusicologie, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Océanie. Chaque collection est présentée, si vous voulez, de manière un peu autonome, de manière semblable pour chacun des continents. Et le brief, si vous voulez, que j'ai donné aux conservateurs, aux conservatrices, c'était montrez-nous, bien sûr, les objets les plus importants, mais ce que cette collection a de particulier. Qu'est-ce qui distingue une collection d'art asiatique à Genève d'une collection asiatique au Cinquantenaire ou à Berlin? Qu'est-ce qui distingue la collection africaine à Genève d'une collection africaine à Tervuren ou à Paris, par exemple? Et donc, chaque conservateur a trouvé un fil rouge, et pour la collection Asie, c'est l'intérêt pour les religions. J'ai montré au début, parmi les plus anciens objets exotiques, si l'on veut arriver à Genève, des objets d'art religieux d'Extrême-Orient, de Chine, du Japon. Pendant toute l'histoire du musée, le premier directeur, la première directrice, le premier conservateur nommé était spécialiste de l'Asie, et la plupart s'intéressaient aux religions de l'Extrême-Orient. C'est quelque chose qui se retrouve, et donc la collection qui est présentée montre l'importance dans nos collections de l'iconographie religieuse, mais aussi dans ses liens avec avec le pouvoir et l'écriture. Alors une des très belles pièces que nous avons, c'est cette belle guanine du XIIIe siècle chinoise. C'est une de nos plus jolies pièces, qui a l'avantage d'être en très bon état, avec de très belles peintures qui n'ont pas trop souffert ni du temps, ni des vernissages, ni de repeinture. C'est un objet dont nous sommes vraiment très contents, qui a énormément de succès avec le public. C'est les seules cartes postales qui sont toujours épuisées, c'est celle de Guanyin. Il y a quelque chose d'inspirant qui fait que tout le monde souhaite l'emmener à la maison. Des objets, je pense que c'est ici, des objets importants ont été découverts pendant la période de préparation, comme ce cadeau impérial de 1762, donc chinois. C'est un objet qu'on avait, enfin une peinture qu'on avait dans les collections, qu'on connaissait, dont on savait la qualité, si vous voulez, par l'iconographie, l'état de conservation. Et là, pour la petite histoire, donc le conservateur un jour arrive et essaie de me convaincre de dépenser une somme assez considérable pour envoyer la pièce en restauration à Daoulas. Si vous savez, Daoulas, c'est en Bretagne, dans le Finistère. Sur quoi je leur demande, vous avez peut-être un restaurateur un peu plus proche, si pas à Genève, peut-être en Suisse ou alors à Paris. Non, il fallait que ce soit là-bas parce que c'est la meilleure restauratrice. Bon, et puis il m'explique que c'est le meilleur atelier, c'est là que vont tous les chefs-d'œuvre. Alors on envoie la pièce finalement. Et c'est là que, comme s'y croisent les plus grands experts apparemment du monde, des experts ont vu cette pièce, on dit mais est-ce que vous pourriez nous mettre en contact avec les propriétaires? Et c'est là donc d'une tierce personne qui nous a révélé en fait que c'était le troisième élément d'un cadeau impérial que l'on recherchait depuis de très nombreuses années. Puis vous voyez les photos, c'est une iconographie absolument superbe. Alors, je vais peut-être passer à d'autres, je vais faire comme ceci, sinon on ne va pas aller, sinon je vais oublier complètement les autres continents pour aller directement en Afrique, sinon je n'y arriverai jamais, et vous montrer quelques pièces importantes. Déjà, aussi un fait très intéressant dans la présentation de la collection Afrique, c'est que le fil conducteur, finalement, c'est le dessin et la peinture. Alors, on associe rarement le dessin et la peinture avec les collections africaines, on voit plutôt masques et sculptures, mais il se fait qu'il y a beaucoup d'iconographie parce qu'au MEG, depuis les années 20, les directeurs et conservateurs successifs se sont intéressés aux nouvelles créations picturales en Afrique, et notamment Albert Loubaki qui a été exposé. Ceux d'entre vous qui ont vu l'exposition Beauté Congo à Paris auront peut-être remarqué trois mentions du musée d'ethnographie de Genève. C'est le premier musée en Europe qui est présenté Albert Loubaki. Donc il avait été présenté dans des galeries, mais c'est la première présentation dans un musée et c'est la première présentation éponyme d'un artiste africain, Albert Loubaki, peintre du Congo en 1928 à Genève.
Alors, on retrouve donc diverses formes de peinture, donc ces nouvelles formes d'expression qui s'est développée pendant la colonisation. Des objets pour l'Afrique qui suivent dans la plupart des cas les mêmes voies qu'en Belgique, par exemple, avec les marchands bruxellois, anversois, parisiens, notamment les collections, les Mademoiselle Wascott, ici à Bruxelles, qui fournissaient, Henri Parraine à Paris, Pierre et Suzanne Vérité. C'est un très beau Kozo dont on est très fiers également, du Congo. Je peux montrer aussi un magnifique sceptre Chokwe retrouvé aussi dans les collections qui n'avaient pas été présentées avant. Une collection très connue, notre collection du Gabon, avec d'une part les collections faites par un pasteur genevois, le pasteur Fernand Greber, qui a séjourné au Gabon, les dates sont faciles, de 1913 à 1931, et qui a notamment récolté ce magnifique masque Pounou, qui est un des plus fins que je connaisse, qui est vraiment d'une facture assez exceptionnelle, et qui est pour moi une des Jocondes aussi de la collection, et qu'il ramène en même temps que un colon français, Jean-François Copier, l'oncle d'un peintre genevois, Émile Chambon, ramène cette figurine Pounou qui est aussi assez exceptionnelle par sa facture. Ou encore, au titre des objets remarquables, ce reliquaire Fang, qui lui était donc ramené aussi par le pasteur Fernand Greber. C'est un objet qui faisait partie de l'exposition sur les reliquaires au Metropolitan Museum il y a quelques années, et qui est exceptionnel dans le sens que c'est le seul au monde qui soit aussi bien documenté. Non seulement on en connaît toute l'histoire de l'acquisition, donc c'est le pasteur Fernand Greber qui l'a reçu en gage de conversion par un chef de village, que ce chef de village non seulement a expliqué comment il était utilisé, qu'il n'a pas désacralisé l'objet, il a laissé les reliques, donc les calottes crâniennes que l'on voit passer de temps en temps, et il a aussi expliqué l'usage, mais aussi toute la filiation donc, entre le chef du village et les ancêtres auxquels ont appartenu ces calottes crâniennes. Donc c'est l'objet probablement le mieux documenté sur la provenance de ce type. On arrive au bout du temps, c'est vous qui me dites. Alors je vais... oui, donc aussi quelque chose qui est très important dans notre présentation, en particulier pour les collections africaines et les collections océaniennes, c'est cette recherche que nous avons dans la détermination des auteurs des objets. Alors vous le savez, dans le domaine européen, la plupart des objets sont d'auteurs qui ne sont pas connus. Alors je n'ai pas utilisé le terme anonyme parce que ce n'est pas nécessairement des anonymes, ce sont simplement des auteurs que nous n'avons, soit dont nous avons oublié le nom ou nos prédécesseurs n'ont pas voulu se souvenir du nom. Or il se fait que des personnes, encore une fois comme l'ethnographe allemand Hans Himmelheber, ont pris beaucoup de soins dans leur récolte pour documenter donc le nom des auteurs, et on a par exemple ici dans la collection du Cameroun plusieurs objets qui sont identifiés. Ici il s'agit du roi Fonchouassé du Cameroun, qui était un roi sculpteur et auprès duquel Hans Himmelheber a fait des acquisitions. Donc on a des séries de dessins par un homme de cour, Ibrahim Joya, qui sont aussi assez remarquables. Ou encore pour le Nigeria, des objets, le Nigeria étant avec la tradition Yoruba un des domaines les plus connus, une sculpture ici de Areogun, qui est une de ses mains de maître aujourd'hui largement connue parce qu'on a pu reconstituer, grâce au travail notamment des chercheurs anglais et américains, tout le corpus. Alors je crois que je vais devoir aller assez rapidement en conclusion, mais je vous montre encore quelques objets qui me sont très chers, notamment encore un objet de la collection de Hans Himmelheber, qui est ce masque de Mami Wata, qui est assez exceptionnel.
Vous connaissez sans doute Mami Wata, ou vous l'avez vu peut-être dans l'art populaire relativement récent. Il faut savoir que c'est une image, c'est une iconographie en fait qui est relativement récente, qui apparaît sous cette forme-là. Il y avait des sirènes, il y avait des figures mi-humains, mi-poissons déjà il y a plusieurs siècles en Afrique, mais cette image en particulier est introduite au courant des années 50 au Ghana, et elle a une histoire absolument fabuleuse. C'est que le personnage que vous voyez ici en haut, je ne sais pas si on voit l'affichette ici en bas, en fait c'est cette personne. Et cette personne, on sait qui c'est. C'est une dame qui s'appelait Maladamachot, c'est un nom impossible à dire, qui est une personne qui était d'origine samoane. Donc Samoa était une colonie allemande, c'était une samoane qui officiait dans un de ces fameux zoos humains à Berlin à la fin du 19e, et elle incarnait un personnage de charmeuse de serpent indienne. Donc les gens venaient voir une charmeuse de serpent indienne qui en fait était une samoane. Et cette personne a été photographiée par un photographe allemand dans le dernier quart du 19e. Un autre peintre berlinois, Arnold Schlesinger, en a fait une peinture, et on ne sait toujours pas pourquoi. Ensuite, cette peinture a été reproduite sous forme de lithographie, et pour une raison qu'on ignore totalement, des marchands de Kumasi, dans le nord du Ghana, ont souhaité avoir une production industrielle de cette image. Cette image a été réalisée en Inde pour le marché d'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, donc cette image, ce personnage de Mami Wata, cette charmeuse de serpent, a commencé à se diffuser à travers toute l'Afrique. On la retrouve aujourd'hui de Dakar pratiquement à Djibouti et jusqu'au Cap. Et on la trouve intégrée dans des cultes de possession, on la trouve liée à des pratiques de sorcellerie, on la retrouve dans la peinture populaire, on la retrouve absolument partout. Donc c'est une image absolument extraordinaire. Et le masque que nous avons là étant le premier masque gourou qui représente Mami Wata, qui a été récolté, encore une fois, par l'ethnographe Hans Himmelheber. Alors, deux petits chefs-d'œuvre pour terminer, pour la collection océanienne. Cette figurine de proue des îles Marquises, qui est probablement du 18e, qui est un don du premier directeur du musée, Eugène Pitard. Un magnifique objet qui se trouvait encore à Canberra pour la grande exposition Atua Gods of the Pacific, 6 mois avant l'ouverture du musée, et que vous pourrez admirer au Quai Branly cette année dans l'exposition consacrée aux îles Marquises. C'est un objet absolument fantastique. Et puis, autre pièce qui fait aussi notre fierté, c'est cette fameuse cape hawaïenne qui, elle, encore une fois, a une histoire on pourrait prendre des heures à raconter. Donc elle était acquise par Horace Bénédicte de Saussure. Horace Bénédicte de Saussure faisait partie de cette grande famille de scientifiques genevois. Les anthropologues connaissent Ferdinand de Saussure, le linguiste, qui était son petit-fils, si je ne me trompe pas, une grande famille de scientifiques, et Horace Bénédicte, contemporain de James Cook, et à une époque, à la fin du XVIIIe, où scientifiques et artistes se retrouvent de plus en plus dans les montagnes, au pied du Cervin, au pied du Mont Blanc, pour faire de la varap. C'est le début de l'alpinisme. Et donc au pied de ces montagnes se font beaucoup d'échanges de peintures, de dessins et d'objets ethnographiques. Et on suspecte donc que cette cape hawaïenne a été échangée par de Saussure avec probablement des membres des expéditions des voyages de Cook. Alors, malheureusement, le temps a passé. Je ne peux pas continuer, j'ai dit à peu près la moitié de ce que je voulais vous raconter. Merci pour votre attention.